Voilà, c'est la nouvelle édition de cette série qui s'appelle Maths en ville, qui consiste à amener dans la ville des collègues pour expliquer des mathématiques intéressantes. Donc c'est une initiative de l'Institut Fourier, qui est un des départements de maths de l'Université de Grenoble. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais l'organisation est faite par des collègues, donc je vais mentionner les noms. Hervé, qui doit être à l'extérieur, là, en train d'accueillir les arrivants. Céline, que vous avez vue à l'entrée, la dame qui vous a accueilli. Fanny, au fond, qui fait de la captation. Et c'est grâce à elle que vous trouverez la conférence sur le site YouTube, enfin sur la chaîne YouTube de l'Institut Fourier, dans quelques temps, le temps de monter l'affaire. En général, avant, on avait de longs remerciements parce qu'on avait plein de sponsors. Maintenant, on n'en a plus du tout. Donc voilà, donc je remercie l'Institut Fourier. Alors, c'est pas vrai, on est accueillis par le musée qui nous offre ce cadre magnifique avec une régie de qualité. Donc, Patrick, au fond, là, qui est en train d'essayer de voir si je parle correctement. Et voilà à peu près tout. Ça simplifie la période d'introduction et de remerciements. Et donc aujourd'hui, l'orateur d'aujourd'hui est un ami de longue date qui vient de l'Université de Lyon, l'Institut Camille Jordan, l'Institut de maths de l'Université de Lyon, et que j'admire beaucoup pour toutes ses qualités. Il est surpris que je dise ça, parce que tout à l'heure, je lui ai raconté des bêtises. Donc il va nous parler d'un sujet vraiment fascinant, qui a eu un grand succès dans les dernières années, et je pense que vous allez apprécier. À la fin de la conférence, donc Hervé, qui se trouve là, et moi-même circulerons avec des micros, donc vous pourrez poser quelques questions, enfin pas jusqu'à 11h du soir, quoique. Non? Ah, ok. Bon. Et donc j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter Vincent Borelli, qui va nous parler de fractales lisses. À toi, Vincent. Eh bien, merci à toi Gérard, à Hervé, aux organisateurs et bien sûr au musée de Grenoble. J'ai de l'émotion, beaucoup de joie et je me sens honoré d'être parmi vous ce soir pour vous parler de mathématiques, pour vous parler de fractales lisses. Alors notre histoire, elle commence dans les années 50 avec cet immense mathématicien, cet homme d'exception, John Nash. Sur cette photo, John Nash doit avoir à peu près 25 ans et c'est un jeune chargé de recherche et d'enseignement au sein du MIT. Et vous savez, quand on commence la carrière, on a plutôt tendance à jouer profil bas, à être très modeste, mais ce n'est pas exactement le cas de John Nash. John Nash, il est persuadé d'être le meilleur mathématicien de sa génération. Et il le fait savoir autour de lui, il n'hésite pas à mettre au défi ses collègues avec des questions de mathématiques et à les ridiculiser ou à les mettre au défi en jouant aux échecs, au go, que sais-je encore. Et au bout d'un moment, il y en a vraiment grand marre. Et Warren Ambrose, que vous découvrez à votre gauche. Donc je vous disais que Warren Ambrose, qui est un mathématicien plus âgé, plus installé, il se décide à passer à l'action et à rabattre le caquet de ce jeune mathématicien présomptueux. Et pour cela, il va lui lancer un défi. Alors, on découvre le défi. Gnash. Alors, Gnash, ce n'est pas un diminutif affectif, hein, je vous le dis tout de suite. Gnash, en anglais, ça veut dire grincer les dents. Donc, il faut imaginer un chien qui va vous mordre. Hein, c'est plutôt ça. Si tu es si bon, pourquoi ne résous-tu pas le problème du plongement isométrique des variétés riemanniennes? Alors c'est bien parce qu'on est au 4e transparent et déjà on jargonne. Je vous rassure, on va comprendre. On va comprendre ce que signifie. Qu'est-ce que c'est qu'une application isométrique? Vous prenez une application entre R2, donc R2 je le vois comme un plan, vous le voyez, ce plan il est en saumon, tout droit. Et puis je vais envoyer ce plan par F dans l'espace ambiant, dans R3.
Et ici, l'image, elle est en bleu, et c'est la surface que vous voyez qui est courbée. Et on va dire que l'application est isométrique si elle préserve la longueur de toutes les courbes que vous avez tracées. Alors vous voyez que pour le dessin, on a tracé une courbe en rouge, son image c'est une courbe en bleu, et on veut que, en particulier pour cette courbe, les deux longueurs soient les mêmes. Longueur au sens où si vous êtes une petite fourmi et que vous vous baladez sur la courbe en rouge et sur la courbe en bleu, vous avez parcouru exactement la même distance à chaque fois. Et on veut ça pour toutes les courbes. Donc ISO même, métrique mesure, une application qui préserve la longueur des courbes. On va tout de suite découvrir des applications isométriques. Vous voyez que là on est parti d'un carré. Et puis ce carré, on a mis un damier à l'intérieur de façon à bien visualiser d'éventuelles distorsions de distance. Et de l'autre côté, on a envoyé ce carré sur un cylindre à la façon que vous imaginez bien. On l'a enroulé comme ça. Et on s'aperçoit à l'image que, au moins visuellement, les longueurs des côtés des carrés n'ont pas été perturbées. Et on a très envie de croire que ceci est une application isométrique, qu'elle préserve la longueur des courbes, et c'est bien le cas. Donc on a là une application isométrique, un exemple d'application isométrique. Et puis maintenant, je vous propose un non-exemple. J'envoie mon carré, mais cette fois non plus sur le cylindre, mais sur une bouée. On ne dit pas une bouée, on dit un tore, ça fait un tore géométrique, ça fait plus scientifique, mais en gros, c'est une bouée. Et vous voyez que quand je fais cette opération-là, eh bien, on a quand même des sons parasites, hein, on ne va pas se mentir. J'ai étendu les longueurs sur l'équateur extérieur, et sur l'équateur intérieur, au contraire, je les ai contractées. On a une application qui n'est pas isométrique, hein, c'est très visuel, c'est pas isométrique. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette application si on la regarde de près? L'application d'abord elle me prend le carré et puis elle va identifier les murs de gauche et de droite pour faire un cylindre. On voit le cylindre qui est ici, là. Et puis vous voyez le sol, le plafond là, du carré, ça va me donner deux cercles. Et maintenant ces deux cercles on les met en vis-à-vis et puis on les recolle pour obtenir notre bouée, notre tore géométrique. Donc l'application F de tout à l'heure, elle va directement de là à là, et dans sa tête, on peut imaginer qu'elle fait tout ce chemin-là. On peut imaginer qu'elle réalise cette opération-là. Et ce faisant, elle m'a déformé mes Pac-Man. Vous voyez, j'en ai mis des Pac-Man ici. Mes Pac-Man ont été très élargis à l'extérieur et puis qu'on rétrécit à l'intérieur. Donc ce carré duquel on est parti, eh bien, ce n'est pas un véritable carré comme on rencontre dans la vie de tous les jours. Ce carré, il est de telle façon que quand je passe le mur qui est ici, je veux revenir par là, et quand je passe le sol, je veux revenir au plafond. Vous voyez, vous avez un Pac-Man ici qui se dirige vers le mur de droite, et hop, immédiatement, il réapparaît par le mur de gauche. Et puis, vous avez un petit fantôme qui monte comme ceci, et puis, quand il traverse le plafond, il réapparaît par le sol. Donc on a un carré où les côtés sont identifiés 2 à 2. Ça fait une sorte de prison hein, pour les gens qui vivent à l'intérieur. Vous ne pouvez pas sortir du carré, c'est impossible. Et ce monde, il porte un nom mathématique, on appelle ça le tore carré plat. Lui, il est plat. Et puis, tout à l'heure, ce tore carré plat, on l'a représenté en un tore géométrique. Sauf que cette représentation, vous voyez, elle n'a pas été isométrique du tout. Elle a déformé les distances. On est d'accord? Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire la même chose en respectant les distances, en construisant une application isométrique. Pour ça, il y a un matériau qui est tout à fait pratique pour l'expérience, c'est le papier. Parce que le papier, vous pouvez le déformer, mais par contre, vous ne pouvez pas l'étirer ni le contracter. Ça veut dire que quand vous faites des déformations avec du papier, la longueur des courbes, elle est préservée. Donc vos déformations avec le papier, ce sont des déformations isométriques. Donc je pars avec mon papier et je vais essayer de réaliser
le tore carré plat, ce monde-là où on a vu Pac-Man et puis le petit fantôme, je vais essayer de le réaliser isométriquement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, je dois identifier mes murs, ça c'est facile, puis je dois identifier le sol et le plafond, je commence, je continue, je vais y arriver bien sûr, mais vous constatez qu'on n'est pas satisfait. On va arriver à mettre le sol et le plafond en vis-à-vis et à les recoller, mais ce qu'on obtient, c'est une boule de papier froissé. Et nous, quand on veut réaliser les mondes, on a plutôt envie de quelque chose de tout lisse. On ne voudrait pas avoir d'arête, on ne voudrait pas de pointe. Vous pourrez, je suis sûr que vous êtes déjà convaincu, mais vous pouvez faire vous-même l'expérience chez vous, vous allez vous rendre compte que oui, à chaque fois qu'on essaye de faire l'expérience, il apparaît une boule de papier froissé. Et ça, c'est une illustration d'une propriété. C'est que trouver des applications isométriques, c'est un problème difficile. C'est pas facile, en général, de trouver une application isométrique. Il va vraiment falloir se casser la tête, voire des fois, et même souvent, il n'y en aura pas. On aura des résultats qui nous diront « Ah ben non, c'est pas possible d'avoir une application isométrique. » Par exemple, après l'expérience qu'on vient de faire, il semble qu'on ait envie de dire qu'on ne peut pas représenter isométriquement le tore plat dans l'espace tridimensionnel, sauf à créer des arêtes et des points singuliers. Parce que l'expérience nous prouve ça. Mais ce n'est pas une preuve mathématique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une opinion générale au temps de Nash. Donc au temps de Nash, on pensait qu'effectivement, ce n'était pas faisable. Et maintenant, on peut revenir au défi de Warren Ambrose. C'est un problème difficile, on a la bonne idée que ça ne va pas être faisable. Donc Warren Ambrose, il n'est pas fou. Il sait qu'il propose à Nash un défi insurmontable. Et moi, je l'imagine en train de jubiler, en petit diable, là, comme ça, et en pensant intérieurement, bon courage, Nash. C'est pas historique, ça, hein, comme citation. Hein. Et puis, j'ai pas trop de mal non plus à imaginer la réponse de Nash. En fanfaron de première, Nash aurait pu répondre « ça sera fait dans une semaine ». C'est d'ailleurs ce qu'il répondait quand on lui posait des questions en mathématiques. Il disait « oh, ça, je ne sais pas répondre ça maintenant, mais dans une semaine, ça sera fait ». Voilà. Pour ce problème, ça va être pire. Pour le défi de Warren Ambrose, ça va être pire. Il va se surpasser. Non seulement il va dire « ok, ça va être fait », mais quelque temps plus tard, il va annoncer qu'il a résolu le problème des plongements isométriques. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre au sein de la communauté mathématique. Incroyable, le problème du plongement isométrique a été résolu. Mais en fait, non. Nash n'avait rien fait du tout. Il n'avait même pas le commencement du début d'une preuve. Rien. Il avait lancé ça comme ça. C'est le meilleur moyen de ruiner votre réputation scientifique. Hein. Je vous laisse découvrir une lettre écrite par Warren Ambrose, donc celui qui a posé le défi, à son collègue Paul Almos. Nash se couvre de ridicule de multiples façons. Il s'est mis à proclamer qu'il avait résolu le problème du plongement isométrique, mais Nash n'avait que des notions les plus vagues sur toute l'affaire. Tout le monde admet qu'il n'aboutira à rien. Nous l'avons sur les bras, ce qui nous prive d'avoir un véritable mathématicien. Là, c'est un missile. C'est vraiment un missile en pleine face de ce pauvre Nash. Il est brillant, mais vaniteux comme un paon. Aussi emporté que grand X, aussi râleur que grand Y, quel que soit grand X et grand Y. Je ne vous ai pas mis toutes les perles de cette lettre, mais il y en a d'autres. Bref, vous avez compris. Qu'est-ce que Nash a gagné là-dedans? Vous allez me dire, il a tout perdu, il n'a rien gagné. S'il a gagné quelque chose, il a gagné la certitude que s'il résout cette question, il deviendra célèbre. Il a gagné la certitude que ce problème est à la hauteur de son génie. Et donc, maintenant, il va se mettre à travailler. Il va travailler pendant 2 années, intensément, et pour vous présenter son résultat,
il va falloir que, préalablement, nous parlions de régularité. Donc on va maintenant s'engager dans la régularité des surfaces. Et je vais vous présenter un point de vue assez relié à la piste de skate. C'est pour ça qu'on voit un skater ici. Donc imaginez que vous réalisiez une piste de skate. Vous avez plusieurs façons de faire ça. Vous prenez une plaque de métal, disons plane, et puis un demi-cylindre, et vous les accolez. Et si vous le faites comme ceci, avec un angle, bien, le skater, quand il va, ou la skateuse, quand il va, il ou elle glisser là-dessus, ben, vous imaginez bien que passer l'arête où on a recollé, il va y avoir, comme on dit pudiquement, un petit moment aérien. Il est plus malin de mettre le plan et le demi-cylindre dans la continuité ici, de façon à ce que quand je passe la main, je ne ressente pas d'angle, pas d'arête. Et vous avez une autre façon de faire, c'est que vous prenez un gros morceau de métal et puis vous le bon, pas à la main vous-même, hein, mais à une machine, vous le tordez. Et vous obtenez quelque chose comme ça. Alors ce qu'il y a d'assez étrange, c'est qu'on comprend bien qu'entre ça, il y a vraiment une grande différence. Ici, j'ai une partie aérienne. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'entre ce qui se passe ici et là, il y a une grande différence aussi. Ici, tout a l'air lisse. Pourtant, si jamais vous avez pratiqué le skate, vous savez que quand vous passez, c'est les rampes en forme de U hein, qui ont à peu près cette géométrie, vous savez que quand vous passez ceci, vous ressentez un à-coup. D'où il provient cet à-coup? Comment c'est possible d'avoir un à-coup alors que tout est dans la continuité? Peut-être que vous ne me croyez pas, peut-être que vous n'avez pas pratiqué le skate assez, d'ailleurs j'en pratique pas moi, donc je ne sais pas non plus. Vous pouvez faire une expérience qui n'est pas si simple que ça, il vous faut une piste en arc de cercle, et puis une partie droite, vous avez l'arête de raccordement ici, vous mettez un camion, un petit jouet, avec des pneus un peu mous, un peu élastiques, et puis, sur la partie courbée, ben, vous avez la force centrifuge qui se rajoute au poids. Et puis, juste passer le raccord, vous n'avez plus de force centrifuge. Donc, tout d'un coup, c'est comme si on enlevait du poids au camion, et votre camion, pouf, il s'est sursauté. La version géométrique de ça, elle se comprend avec une notion qui est centrale quand on fait de la géométrie, qui est la notion de courbure. Qu'est-ce que c'est que la notion de courbure? Quand je regarde un cercle de rayon R, je vais dire que sa courbure, c'est 1 sur R. Ça coïncide tout à fait avec l'intuition. Si vous êtes, par exemple, comme le Petit Prince sur une petite planète, le rayon de la planète est petit, d'accord? 1 sur R va donc devenir grand, vous allez avoir une grande courbure, et quand vous êtes sur la planète du Petit Prince, vous voyez qu'elle est ronde, vous voyez qu'elle est courbée, votre planète. En revanche, quand le Petit Prince il descend sur Terre, le rayon de la Terre est très grand, 1 sur R est donc très petit, la courbure est très petite, tellement petite qu'à l'échelle humaine, si on fait ci des accidents topographiques, on ne la voit pas. Et on a l'impression que la Terre est plate. Bon, elle est ronde, hein, ne me prenez pas pour un platiste. Ok. Quel est le problème? On va le comprendre ici. Vous avez votre piste, vous avez une partie verticale, et puis après vous avez une partie en arc de cercle. Et c'est bien dans la continuité. Hein. Et puis ensuite, vous avez de nouveau une partie plate. Sur la partie plate, vous ne serez pas étonné d'apprendre que la courbure, hein, quand ce n'est pas courbé, la courbure est nulle. On est d'accord. Hein. Et sur la partie circulaire, ben, la courbure est 1 sur R. Imaginons que R vaut 1 pour ne pas s'embêter. 1 sur 1, ça fait 1. Donc ici, j'ai la courbure 0, ici la courbure 1, et ici la courbure 0. Donc j'ai une discontinuité de la courbure. Quand je passe ce point-là, je passe de 0 à 1 d'un coup. Et ici, pareil, je passe de 1 à 0 d'un coup. Et cette discontinuité de la courbure, eh bien, on la ressent. Donc c'est ce que je viens de vous raconter. On la ressent, je vous donne un exemple, c'est un accident de train au Canada. Vous voyez le train, vous avez une portion droite, une portion courbe et une portion droite.
le train, il n'a pas déraillé au centre du virage. Hein. Ce n'est pas là que ça a déraillé. Ça a déraillé exactement à la jonction entre la partie rectiligne et la partie courbée. Ça a déraillé parce que vous avez une rupture, une discontinuité de la courbure. Et cette discontinuité de la courbure provoque un à-coup, déraille le train. Vous allez me dire, il ne faut quand même pas exagérer, le train, on l'a tous pris 1 ou 2 fois, on a déjà vu que ça tourne un train, et on n'est pas tous morts. Alors oui, bien sûr, quand les ingénieurs réalisent les lignes de chemin de fer, ils font très attention à créer des lignes de chemin de fer qui ne provoquent pas des ruptures dans la courbure. Donc c'est pris en compte dans la conception du rail. Alors comment ça se fait que là, ça n'a pas marché? Ben là, ça n'a pas marché pour de multiples raisons. Je suis allé regarder les rapports parce qu'au Canada, comme en France, quand il y a un accident ferroviaire, vous avez le rapport public, vous pouvez le télécharger sur Internet. Je suis allé lire le rapport pour être sûr de ce que je vous raconte là. Il n'y a jamais une seule cause dans un déraillement de train. Ici, il y a plein de causes. Des rails qui sont trop usés, trop vieux, qui avaient été remplacés avec des modèles un peu différents. Un changement climatique très brutal qui a changé la géométrie de la ligne de chemin de fer et le train qui était trop surchargé. Donc vous avez un empilement de facteurs, mais l'un d'entre eux, c'est bien la géométrie. L'un d'entre eux, c'est bien le fait que tout d'un coup, eh bien, la géométrie de la ligne a changé. Vous pouvez faire vous-même l'expérience. Si vous avez l'occasion de pratiquer ce genre de rampe, vous voyez, ça va tout droit, puis ça tourne. Alors vous descendez comme ça, avec le bras tendu, assez vite, et vous gardez votre vitesse au moment de tourner. Vous allez sentir un coup à l'omoplate. Alors, à partir de maintenant que je vous ai dit ça, vient la mise en garde. Faites cette expérience avec des vitesses petites, et puis vous élevez la vitesse jusqu'à sentir un petit à-coup. Ne partez pas comme des malades. Je ne voudrais pas saturer les urgences de Grenoble ce soir, on est tous d'accord. Hein, vous êtes raisonnable. Donc maintenant, on a compris que ici, il va se passer quelque chose, il va se passer un à-coup. Et cet à-coup n'aura pas lieu ici, parce que ici, comme on a déformé à la main, enfin, vous m'avez compris, la courbure se déforme continuellement, vous n'avez pas de discontinuité de courbure, et vous n'aurez pas d'à-coup quand vous allez glisser. Donc les régularités de ces surfaces sont très différentes, et on les classe. On dit que ça, c'est la régularité de classe 0, la plus basse possible. Ici, la régularité de classe 1, ici, la régularité de classe 2. Si vous êtes en classe prépa, vous avez déjà rencontré ces symboles-là. Ça vous signifie ici que vous avez des fonctions continues ou des applications continues. Là, que vous pouvez les dériver une fois et que la dérivée est continue. Et ici, que vous pouvez les dériver 2 fois et que les dérivées sont continues. D'accord? Donc ça coïncide avec cette notion, si vous l'avez déjà rencontré. Si vous ne l'avez pas rencontré, il faut imaginer ça comme le nombre d'étoiles d'un hôtel. Ici, c'est l'hôtel 0 étoile. Ça ne va pas être tout confort, je vous le dis tout de suite. Ici, c'est 1 étoile. Ici, c'est 2 étoiles. OK? Sachant que 2 étoiles, c'est le maximum de confort dans cette optique. Bon. On va faire un petit test. On va voir si on a compris. Je vous présente des surfaces et vous devez me dire la régularité. Est-ce que je suis dans un hôtel de classe 0, de classe 1 ou de classe 2? À votre avis, ici? Ah bah de classe 0, ouais, parce que si on s'assoit là, on va avoir mal, on est tous d'accord. Bon, ça c'est la régularité, c'est 0. Ici, ah bah c'est 0 encore, vous la voyez là, vous avez toute une arête. Là aussi, ça ne va pas être confortable. On ne se lance pas dans les détails, mais ça ne va pas être confortable. Régularité, c'est 0. Cette piste de skate, C1, on est d'accord, ici on a une portion en arc de cercle, ici on a une portion toute droite, ici des huitièmes de sphère, ça va dans la continuité, ça sera C1, mais ça ne sera pas C2. Ce truc-là, c'est dur à dire, mais si on devait parier, ça a l'air relativement lisse, et on n'a pas l'impression qu'on a fait de la rupture de courbure, allez, je vous l'accorde pour C2.
OK. Et ça? Ouais, c'est compliqué parce que ça part dans tous les sens. Mais si on devait parier, on parierait C2 là aussi. Et on aurait raison, il se trouve que c'est C2. Ok, bon, je pense qu'on est au taquet maintenant pour les questions de régularité. On va pouvoir énoncer des résultats mathématiques. Alors le premier résultat, il est dû à Gauss. C'est un corollaire du théorème égrégium, 1827. 1827, ça va bientôt faire 200 ans. Et ce théorème de Gauss va avoir pour conséquence qu'on ne peut pas représenter isométriquement le tore plat dans l'espace tridimensionnel par une surface de régularité C2. D'accord? Donc l'opinion commune, on disait, ben nous on n'y arrive pas avec le papier, ça froisse le papier. Vous voyez que là maintenant on a un théorème qui nous dit, ouais effectivement si tu veux pas le froisser ton papier, si tu veux avoir quelque chose de régularité C2, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Là, c'est un théorème. On ne peut plus rien y faire. Mais vous voyez que dans notre histoire de régularité, il y a un petit trou de souris. Parce que ici, on est dans l'hôtel 2 étoiles. L'hôtel 0 étoile, ben ça, on sait que ça peut marcher, hein, puisqu'on sait le faire avec des boules de papier froissées. Ça, c'est une surface de régularité C0, l'hôtel 0 étoile. Et il y a un petit trou de souris, c'est qu'est-ce qui se passe en C1. Et c'est là où Nash va surprendre tout le monde. Corollaire d'un théorème dû à Nash et complété par Kuiper en 55. Donc Nash en 54, Kuiper en 55. Il est possible de représenter isométriquement le tore plat dans l'espace tridimensionnel par une surface de régularité C1. Donc vous n'allez pas pouvoir le faire avec du C2, mais vous allez pouvoir le faire avec du C1. C'est incroyablement bizarre comme résultat. À quoi ça peut ressembler une surface qui n'est pas C2, qui n'a pas envie d'être C2, mais juste C1. Alors c'est très simple, il suffit de demander à Nash, hein, après tout c'est lui qui a démontré le théorème. Nash, ça ressemble à quoi ces surfaces? Et la réponse, c'est que Nash, il ne va pas pouvoir vous la donner. Il ne va pas pouvoir vous la donner, pourquoi? Parce que sa démonstration, elle est certes constructive, mais constructive à un niveau si moléculaire qu'il est impossible pour l'esprit humain de comprendre ce qui se passe globalement. Donc on a une construction qui dit oui, on va y arriver, on va mettre le tore plat de façon C1, mais on ne sait pas, concrètement on ne sait pas le faire. Concrètement on ne sait pas le voir. Donc pour l'époque, c'est une surface qui est simplement inconcevable. On a, vous voyez, ce tableau d'Escher où on a le cuboïde, ce qui est un cube paradoxal. Alors essentiellement, qu'est-ce qui bloque à l'époque pour qu'on puisse imaginer la réponse? Essentiellement, 2 points, 2 verrous. Ce que je viens de vous dire, la démonstration de Nash ne se prête pas à une visualisation. Et puis, le fait qu'on n'a pas du tout l'habitude de cette régularité. On n'a pas du tout l'habitude de cet hôtel 1 étoile, de ce C1. Les géomètres du temps de Nash, ils travaillent toujours avec des objets qui sont C2, bien lisses. Mais on ne sait pas ce qui se passe pour les objets qui sont de classe C1. Alors, ces 2 verrous, ils vont être levés par 2 mathématiciens extrêmement importants, Mikhaïl Gromov et puis Benoît Mandelbrot. Je vous présente rapidement Mikhaïl Gromov, puis Mandelbrot. Donc Mikhaïl Gromov, il va ouvrir le premier verrou. Qu'est-ce qui fait Mikhaïl Gromov? Il comprend la démonstration de Nash, il la revisite et il en tire un outil mathématique extrêmement puissant qu'on appelle l'intégration convexe. Donc après les travaux de Gromov, eh bien, la preuve de Nash est moins moléculaire. On comprend beaucoup mieux ce qui se passe à un niveau beaucoup plus atteignable par l'esprit humain. Ce qu'a fait Gromov avec l'intégration convexe, ça mériterait une conférence à elle toute seule, et ici on va juste se contenter de ce transparent. Et le deuxième verrou, eh bien, le deuxième verrou, c'est la régularité. Et la régularité, ce sera Mandelbrot. Mais pour arriver à Mandelbrot, j'ai besoin de vous présenter Weierstrass et sa fameuse fonction. Donc la régularité. Comment est-ce qu'on voyait
la régularité du temps de Weierstrass, par exemple, avant 1863. Avant 1863, ce qu'on pensait, c'est qu'en gros, toutes les fonctions sont dérivables, sauf peut-être en certains points très particuliers. Je vous ai représenté une fonction que vous connaissez probablement, qui est la fonction x sinus 1 sur x. On voit que partout, elle a une tangente, elle est dérivable, sauf en un point particulier, je vous laisse deviner lequel. Il y a d'infimes indices dans le graphe. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on pensait. Ce n'est pas possible d'avoir énormément de points pour lesquels la fonction n'est pas dérivable. En gros, la dérivabilité, c'est quelque chose qu'on a presque toujours quand on garde une fonction. Mais Karl Weierstrass va montrer le contraire. Il va montrer le contraire à ses étudiants. Donc on est dans un cours d'analyse en 1863 et il propose la fonction suivante. Donc vous partez de quelqu'un qui s'appelle 1/2 de cosinus de 4pi de x. Ici 1/2, ça sera donc l'amplitude de votre cosinus. Et puis le 4, ça va vous jouer sur la fréquence. Donc ici j'ai un cosinus qui est celui-ci. D'accord ? Ça, c'est le départ. Et puis je rajoute un autre terme et vous voyez qu'est-ce que je fais ? L'amplitude ici, je la mets au carré. La fréquence, je la mets au carré. Et qu'est-ce que ça me rajoute ? Ça me rajoute des petites vagues qui ont pour amplitude un quart et pour fréquence 16. OK ? On continue. On rajoute maintenant 1 sur 2 à la puissance cube et puis 4 à la puissance cube. Et on voit que le phénomène se répète. Et puis on continue ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'on fait une somme infinie. Et quand on fait une somme infinie, il y a des détails techniques que je passe sous silence ici parce qu'ils ne nous intéressent pas en premier lieu. Il faut montrer que cette chose-là a bien un sens, que ça définit bien une fonction, toutes ces choses-là qu'on fait joyeusement en classe prépa, mais qu'ici on ne va pas faire. On a donc une somme infinie, et cette somme infinie, elle va vous donner un graphe de fonction qui semble extrêmement fracturé. Cette fonction qu'on a obtenue, c'est ce qu'on appelle une fonction de Weierstrass, et vous voyez, elle a des paramètres. 1/2, c'est l'amplitude que j'ai prise au début, et puis 4, c'est ma fréquence au début, puis après je fais que des puissances là-dessus. On peut bien sûr changer les amplitudes, etc. Vous voyez ici j'ai pris, alors vous voyez, j'ai réécrit ça avec A et B, donc vous avez A à la puissance K, cosinus de B à la puissance K pi x. Tout à l'heure, on avait A égale 1/2 et B égale 4. Et puis sur ce graphe, on a pris A égale 1/2 et B égale 3. Et puis on se rend compte qu'on a encore un graphe extrêmement fracturé. Théorème, dû à Weierstrass puis amélioré par Hardy. Si votre amplitude elle est plus petite que 1, et si votre fréquence est assez grande pour que le produit de l'amplitude par la fréquence soit plus grande que 1, alors votre fonction elle est continue mais nulle part dérivable. Donc à aucun endroit, vous ne pouvez dériver votre fonction. Constatez que si je prends A égale 1/2, B égale 4, A fois B, ça fait 2, et 2, c'est plus grand que 1, et donc j'ai bien une fonction qui est nulle part dérivable. Donc premier exemple de fonction nulle part dérivable, c'est un étonnement complet chez les mathématiciens. Je vous laisse découvrir la réaction de Charles Hermite, qui n'est pas exactement un débutant en mathématiques à l'époque. Voilà ce qu'il nous dit. Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dérivée. Mon Dieu, pas de ça chez moi. Mais tous les mathématiciens n'accueillent pas, ne rejettent pas ce type de fonction. Il y en a d'autres qui ont des points de vue peut-être plus visionnaires. Vous en avez certains qui se disent, là on a le germe peut-être de futures mathématiques, peut-être qu'on va, grâce à ces fonctions nulle part dérivables, on va fleurir le jardin des mathématiques. C'est le cas de Paul Dubois-Reymond, qui nous raconte la chose suivante. La métaphysique de ces fonctions semble dissimuler de nombreux mystères. Je ne peux pas me débarrasser de l'idée qu'elles conduiront à la limite de notre intellect. On est en 1875, et en réalité, le sujet va plutôt végéter. Attention, il ne va pas rien se passer, mais il ne va pas se passer énormément. Le énormément, il va venir exactement un siècle plus tard.
Et c'est là que nous découvrons Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot qui va étudier ces objets et qui va en tirer la notion d'objet fractal. Donc il est considéré comme étant le père des fractales, même si cette notion, elle préexiste avant lui, mais c'est lui qui vraiment l'étudie et en voit toute la généralité. Vous voyez qu'il note avec espièglerie, on a cependant la nette impression que personne ne s'est empressé d'explorer ses limites. Alors, je vais vous parler maintenant de fractales, et pour ça, on va commencer avec un exemple tout simple. Vous prenez un segment, et il s'agit de briser le segment. Donc on le brise comme ceci en mettant un petit chapeau. Et puis vous continuez. Chaque petit segment, vous le brisez en remettant des petits chapeaux, et ainsi de suite. Et vous continuez comme ça, et vous passez à la limite, à l'infini, et vous obtenez une courbe qui s'appelle la courbe de Von Core. Et cette courbe de Von Core, en chaque point, vous avez brisé la pente, vous avez une courbe qui est nulle part dérivable, il n'y a plus de pente du tout. Et puis cette courbe, elle a une autre particularité, c'est que si vous zoomez, vous vous rendez compte que vous observez à chaque fois la même image. Bon, elle se tourne un peu, mais on voit tout le temps la même chose. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. Alors, Benoît Mandelbrot est très connu pour beaucoup de choses, mais en particulier pour la découverte et l'étude, surtout de cet ensemble qui porte maintenant son nom, l'ensemble de Mandelbrot. Ici, c'est la petite pause, là, on va se prendre 30 secondes de pause. Je ne vous raconte pas cet ensemble, on va juste regarder, on va juste le découvrir. Donc c'est un ensemble fractal, infiniment fracturé. Ça veut dire que sa régularité, c'est C0, hein, c'est la régularité là, de l'hôtel avec 0 étoile. Et vous voyez, on a une caméra qui vient zoomer, et on a un phénomène qui ressemble à ce qu'on a vu dans la courbe de Von Core. On a une forme d'autosimilarité qui apparaît au fur et à mesure. On revoit où qu'on aille, on revoit plus ou moins toujours la même chose. Donc la petite musique, c'est parce qu'il propose ça sur Internet avec une petite musique pour vous détendre et vous endormir. Voilà. Et l'autre petite information que je ne vous ai pas encore livrée, c'est que le film dure 41 minutes. Je reviens dans 40 minutes, bougez pas. On va arrêter, du coup. Vous voyez que là, c'était un objet qui était plan, mais on peut réaliser ces objets infiniment fracturés, on peut les réaliser dans l'espace tridimensionnel. Vous avez ici ce qu'on appelle un Mandelbulb. Je ne trouve pas le nom exceptionnel, mais bon, c'est le nom. Et je vous laisse découvrir ici cette autosimilarité qui est très saisissante. Bon, je crois qu'on a compris, il existe des objets de régularité C0 qui sont tout fracturés et qui sont autosimilaires. Et c'est ça qu'on a tendance à appeler des fractales. Donc les fractales sont des objets infiniment fracturés, d'où leur nom. Leur régularité la plus basse qui soit, c'est la classe C0. Et dans de nombreux cas, elles présentent des propriétés d'autosimilarité. C'est ce qu'on vient de voir. Bon, et bien maintenant on en sait assez. On a suffisamment de matériel. Donc vous voyez, depuis Nash, il s'est passé pas mal de mathématiques. Et il s'en est passé suffisamment pour que, dans les années 2000, eh bien, on puisse visualiser les objets de Nash. Alors, au fait, avant de nous engager là-dedans, deux, trois petites choses à noter. Le graphe de la fonction de Weierstrass, c'était un objet fractal. Oups, je me mets là. Ah non, mais en fait, j'ai compris. Je viens de comprendre un truc tout bête. C'est avoir fait des études d'ingénieur pour le comprendre que maintenant. Mais c'est pas possible. Quelle honte. Maintenant, je sais pourquoi, mais je suis tellement bête. Mais c'est pas...
Bon, où j'en étais? Oui, là, j'en étais là. Donc, la fonction de Weierstrass, c'est un objet fractal. Vous voyez, si vous zoomez, par exemple ici, ben vous retrouvez la même image que le graphe total. Si vous voulez en savoir plus sur cette fonction de Weierstrass, je vous recommande très chaudement cette vidéo de Angelo Mattemello. Ça s'appelle « Cette fonction monstrueuse a terrifié les mathématiciens ». Il a au moins terrifié Charles Hermite. J'ai piqué une ou deux images de la vidéo. Elle est très très bien cette vidéo. Elle est vraiment cool. Allez la regarder, franchement. Bon, maintenant que tout ça est dit, je vous dis la suite. La suite, c'est qu'au début des années 2000, Francis Lazarus et Boris Tibert qui me font l'honneur d'être là. Ils sont juste là. Alors, c'est très très modeste, hein. Donc je les pointe comme ça au doigt. C'est eux. Si quelques personnes parmi l'Assemblée peuvent rester à la sortie pour protéger, pour garantir mon intégrité physique, ça serait cool maintenant. Bon, donc, Francis, Boris et moi, on a pris conscience que eh bien, les travaux de Gromov, l'intégration convexe, avaient un caractère constructif et qu'avec ce caractère constructif, on allait pouvoir construire explicitement, visualiser ces fameuses surfaces de Nash et surtout comprendre leur géométrie. Donc on s'est lancé dans un projet qu'on appelait le projet EVA et vous voyez, ça nous a pris, ça fait combien ça, 5 ans? Ça nous a pris 5 ans à le mener à bien. Et puis on n'a pas été juste nous trois, il y a également eu Saïd Jabran qui à l'époque était doctorant et puis Damien Romer qui nous a beaucoup aidé pour la synthèse d'images qui est actuellement à l'école polytechnique, qui est prof à Polytechnique. Alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'on construit? Ah non, mais il ne faut pas que tu te mettes là. Oui, il y a un vrai dilemme. Si je me mets là, je me rapproche de... Bref. Donc, comment ça marche? On part de la bouée. On part de la bouée, et on sait que la bouée, ça a énormément déformé nos longueurs. Donc, on va corriger ça. On va corriger ça en rajoutant une couche de vagues comme ceci. Et dans ce contexte, ces vagues-là, on appelle ça des corrugations. Donc on va rajouter une couche de corrugation. Et ça ne va pas rendre l'objet isométrique, pas du tout, mais par contre, ça va corriger un peu son manque d'isométricité, son défaut d'isométrie. Et on va continuer. On va mettre une deuxième couche de corrugation avec des amplitudes plus petites et des fréquences plus grandes. Et puis on continue. On met une troisième couche de corrugation avec des amplitudes encore plus petites et des fréquences encore plus grandes. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a changé la direction. Et puis on continue comme ça, ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, alors ça peut se faire intellectuellement, on peut démontrer que ça va converger, mais bien sûr, numériquement, on s'arrête au bout d'un moment. Et ce qu'on obtient, c'est un objet qui a cette tête-là. Et cet objet-là, oui, c'est le monde de Pacman, enfin le tore plat, pardon, le tore plat carré, qu'on a représenté dans notre espace tridimensionnel, sans mentir sur les longueurs. Vous allez me dire, oh, je veux bien vous croire, mais je n'ai pas la moindre intuition de ça. Alors, je suis d'accord avec vous, ça ne donne pas beaucoup d'intuition. Donc je vous propose la même chose, mais avec du papier, enfin du papier numérique. Vous voyez que, voilà, on a fait comme si le papier pouvait se déformer. Là, pour le coup, il pouvait s'étirer et se contracter. Et on est parti de la bouée, et on voit bien que mes carreaux, ils ne sont plus du tout des carreaux ici. Hein, c'est une catastrophe. Si c'était isométrique, je devrais voir des jolis carreaux. Regardez l'effet d'une seule corrugation. Déjà, visuellement, on se rend compte que les carreaux, ils se sont un peu rééquilibrés. Ce n'est pas encore des carreaux parfaits, mais ils se sont un peu rééquilibrés. Et donc, c'est ça déjà l'idée de base. L'idée de base, c'est que quand je rajoute des corrugations, je vais rééquilibrer la déformation de tous mes carrés. Donc, on peut s'amuser à rajouter des corrugations et à se rendre compte que les carrés sont de plus en plus carrés. C'est un peu difficile à voir sur juste des images. Il faut vraiment soit les maths, soit des calculs numériques pour s'en convaincre numériquement. Je vais vous proposer une autre méthode pour se convaincre du truc. Vous avez ici votre tore carré plat, et ici vous avez sa réalisation.
Et vous voyez, l'horizontale, elle est en verte, la verticale, elle est en noir, et bien sûr, c'est un carré, donc la longueur du vert et la longueur du noir, c'est la même chose. Le vert, il est envoyé sur une sorte d'équateur extérieur, et le noir, il est envoyé sur comment on appelle ça, un méridien. Officiellement, si j'ai préservé les longueurs, la longueur de ça, ça doit être la même chose que la longueur de cette grande courbe. Mais oui, c'est la même chose, et on comprend pourquoi. Parce que la grande courbe, bien sûr, elle est grande comme ça, mais elle oscille très très peu. Tandis que la petite courbe, oui, elle est petite en diamètre, mais elle oscille énormément. Et donc les oscillations, on est en train de le comprendre, elles sont là pour contrebalancer d'éventuels défauts de longueur et faire que les longueurs soient bien préservées. Regardez, encore plus chaud. La courbe rouge ici, elle arrive au plafond, donc elle réapparaît au sol. Elle arrive au mur de droite, donc elle réapparaît au mur de gauche. Donc c'est une courbe fermée en réalité. Elle se referme sur elle-même. La courbe rouge, elle est là. OK. Et puis la courbe bleue, ben, c'est la même à 90 degrés près. Elle sort par le bas, elle arrive en haut, elle sort à droite, elle arrive à gauche. Et voilà, elle est ici. Et quand je la représente, je me dis, mais elle est vraiment beaucoup plus grande. Oui, elle est beaucoup plus grande, mais elle oscille beaucoup moins que la courbe rouge, regardez. Donc toutes les corrugations sont en fait calculées pile poil pour tout compenser. Je ne peux pas vous convaincre mieux que ça. Mieux que ça veut dire faire des maths. Solidement. Alors, ici, ce que je représente, c'est que je prends le méridien et je le sors. Je sors ce méridien ici, juste pour vous montrer à quel point la longueur peut être importante. Alors très bien, maintenant on a représenté l'objet, et on peut se poser la question de sa géométrie. Qu'est-ce que la géométrie de cet objet? Et là, je suis sûr que vous avez en tête ce qu'on a fait avant, et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours la même chose. On avait une corrugation, puis on prend une corrugation d'une amplitude plus petite et d'une fréquence plus grande, puis on reprend une corrugation avec une amplitude encore plus petite et une fréquence plus grande. Ça fait tellement penser à la fonction de Weierstrass, avec les amplitudes qui deviennent de plus en plus petites, les fréquences qui deviennent de plus en plus grandes. Mais évidemment qu'on a un objet fractal. Évidemment, c'est fractal cet objet-là. Ben non, en vrai. Et non, ça ne peut pas être fractal, parce que si c'était fractal, la régularité serait la plus basse du monde, c'est 0. Or, nous savons que l'objet que nous construisons a une régularité C1. Ça ne peut pas être une fractale. Donc c'est un objet qui mime complètement le fait d'être une fractale et qui n'en est pas une. Pourquoi? Alors, on va voir ensemble la réponse. On va comprendre ce qui se passe. Vous voyez, ça c'est notre méridien de tout à l'heure. En fait, il y a les deux méridiens. Il y a le méridien du tore géométrique de départ, vous savez, hein, celui qui n'allait pas. Et puis ça, c'est le tore géométrique à la fin. D'accord? Et puis ça, c'est, vous avez pris un point et vous regardez où est-ce qu'il est envoyé à la fin. Il est, par exemple, là, c'était au début, puis à la fin, il est là. D'accord? Une fois que j'ai rajouté toutes les couches de corrugation, mon point, il a changé d'endroit. Alors, j'ai un objet qui est de classe C1. De classe C1, on se rappelle, ah mais ça veut dire que je peux dériver une fois. Quand je dérive, eh bien, ça me donne la tangente, ou le vecteur vitesse. Ça dépend si vous avez un point de vue plutôt physicien ou un point de vue plutôt mathématique. Alors, regardez, ici, je mets le vecteur tangent tel que je l'avais au début, et puis ici, je mets le vecteur tangent tel que je l'obtiens à la fin. Et je vais comparer ces deux choses. Paf, mon vecteur tangent, vous voyez, il était là, et je le remets là. Je le compare et je vois un angle. Et cet angle, il va dépendre de la position où je me trouve sur mon cercle. Donc j'ai mon paramètre t, c'est juste l'angle que je fais, hein, c'est le cosinus t sinus t du cercle. Hein, c'est rien d'autre que ça. Donc mon paramètre t, il me dit où je me trouve sur le cercle, et w de t, ben, c'est l'angle que ça fait. Donc je vais regarder qu'est-ce que c'est que cette fonction angle. Tiens. Cette fonction angle, elle a cette tête-là. Ça nous rappelle vaguement quelque chose. En plus, on m'a semé un petit indice de rien du tout, on a appelé la fonction W. Donc ça vous fait penser à quoi? Attention, vous n'avez droit qu'à une réponse et la bonne. Oui, Weierstrass. On est d'accord.
Donc ici, on a une courbe qui est de régularité C1, et ici, on a un graphe qui est de régularité C0. La courbe méridienne du torplat est de régularité C1. Lorsque l'on regarde sa dérivée, le vecteur vitesse, ben, l'angle, c'est pas très loin d'être la dérivée, hein. Le graphe de l'angle est un objet fractal. Donc en gros, ici j'ai un objet qui est de classe C1. Quand je prends sa dérivée, j'ai un objet qui est fractal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler cette propriété, cette géométrie, la C1 fractalité. D'accord? On voit la fractalité quand on regarde la dérivée et non pas quand on a la fonction directement sous les yeux. Voilà une fractale usuelle versus une C1 fractale. Visuellement, on voit nettement la différence. Ah non, mais il ne faut pas que je me mette là, mais je reviens ici. Bon, ceux qui sont de ce côté-là, vous êtes maudits. Je ne peux pas vous parler directement. Donc, une fractale usuelle, la régularité, c'est la plus basse qui soit, c'est la régularité C0, et vous avez en général de l'autosimilarité. Une C1 fractale, vous allez avoir une régularité C1, et le graphe de la dérivée, elle, ça sera un objet fractal. Bien. Du coup, on sait répondre. Qu'est-ce que c'est que la géométrie du torplat? Qu'est-ce que c'est que la géométrie des objets construits par cette méthode provenant de Nash puis de Gromov? Eh bien, c'est celle d'une C1 fractale. Après 2012, on a fait d'autres choses, mais ça, je le passe peut-être pour les questions si vous avez envie. Si vous voulez avoir des images, vous pouvez aller sur le site du projet, qui est ici, et vous allez avoir énormément d'images que vous pourrez télécharger. Si vous avez même des dossiers, si vous voulez faire des impressions 3D de ces objets-là. Voilà. Si le côté fractal lisse vous intéresse, il y a eu un dossier sur géométrie et forme de la recherche qui est paru en décembre 2024. Vous avez un article qui est dédié au fractal lisse dedans. Et si l'aventure du projet VA, donc de la façon dont a été mené ce projet, construit, etc., ben, il y a un documentaire qui a été réalisé par Dominique et Geoffroy Garin et qui est disponible sur YouTube. Vous tapez « Ils ont eu raison du tort » et vous allez tomber dessus. Bien, nous ne sommes pas tout à fait à la fin. Je voudrais maintenant vous parler d'une mathématicienne, Mélanie Teillier, qui est à l'université de Rennes actuellement. Et Mélanie Teillier a repensé la théorie de l'intégration convexe de Gromov pour essayer de la rendre plus simple, de la rendre plus efficiente. Vous avez vu, pour construire le torplat, il a fallu 5 ans. Si chaque fois que vous devez construire un plongement isométrique, il faut passer du temps, on ne va pas le faire. Parce qu'on est naturellement un peu paresseux. Il faut être très, très honnête avec soi-même. Donc, il faut que ça soit plus efficace. Donc, Mélanie s'est occupée de cette question-là et elle a découvert une nouvelle façon, une nouvelle formule pour réaliser cette intégration convexe, une formule qui a grandement simplifié la théorie. Et grâce à cette nouvelle formule, eh bien, il a été possible de faire plus facilement des images. Parce que je ne vous ai pas dit, mais les images qu'on voit là, elles nécessitent des moyens de calcul absolument monumentaux. Et là, avec l'approche de Mélanie, on a des calculs qui sont beaucoup plus simples. Et la personne qui va prendre ces calculs et puis réaliser vraiment des plongements isométriques, c'est Roland Denis, qui est lui à Lyon. Et donc qui a fait un travail qu'on n'imagine pas, parce que c'est vraiment quelque chose de très très lourd, de programmer, d'avoir un programme qui soit efficient, qui ne mange pas trop de mémoire, qui permette d'avoir des images, etc. Tout ça pour vous dire que maintenant on a un film. Il est là. On a un film où on va pouvoir zoomer, on va pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur du torplat. Donc voilà, on se balade. Il y a un petit côté fun aussi. On n'était pas obligé de faire un vol en race-motte. Mais bon. Ah, je crois que c'était le... Je croyais qu'on avait mis une musique dans le film. Je me suis dit, tiens, mais j'ai oublié cette musique.
Là, pareil, ce film, il est, je crois qu'il est disponible sur le site du projet Vert. Je ne suis pas sûr à 2000%, mais... Alors, vous voyez, ce qu'il y a de très perturbant, c'est que comme vous avez cette structure, c'est un fractal, eh bien, au bout d'un moment, vous ne savez pas à quel niveau de corrugation vous vous trouvez. Là, si je vous dis qu'on est à la 3e corrugation ou qu'on est à la 14e, ben, on n'en sait rien du tout. Alors, en vrai, je le sais parce que je l'ai tellement vu, ce film, que voilà. Mais ce n'est pas parce que je suis capable de le reconnaître, c'est parce que je le sais, c'est tout. Donc, en gros, on voit jusqu'à la 11e corrugation. Et ici, on va dézoomer tout d'un coup, de la 11e à l'objet final. Voilà. Alors, dans un monde idéal, je termine ma conférence ici. Mais le monde n'est pas idéal. Et depuis 2019, je termine toutes mes conférences par un message de soutien à Azat Miftakov. Azat Miftakov, c'est un étudiant en mathématiques à l'université de Moscou qui a été mis en prison pour absolument aucune raison et qui moisit actuellement dans les geôles de la Fédération de Russie. Il y a un certain nombre de manifestations en soutien à ce mathématicien. Alors bien sûr, depuis la guerre en Ukraine, j'ai bien conscience que la situation ne s'est pas améliorée, mais ce n'est pas une raison pour ne pas lui montrer notre soutien. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le cas Azat Miftakov, eh bien, vous pouvez aller sur Insta, sur YouTube, etc., vous renseigner et vous mobiliser. Voilà, et bien maintenant, je peux vous remercier pour votre attention. On a un peu de temps pour des questions, il y a des micros qui arrivent. Donc il y a beaucoup d'élèves de lycée dans la salle, j'imagine. Et là, vous avez du matériel pour travailler une semaine, non? En tout cas, je voulais en profiter pour remercier des collègues enseignants dans les lycées qui nous amènent vous, tous ces élèves. Et donc vos professeurs, en fait. Et avec une mention particulière pour mon ancien collègue Laurent Bonavero. T'es où, Laurent? Il est là. Voilà. Merci à tous, en tout cas, de venir. Ouais, j'avais une question juste sur une petite précision, un point sur lequel j'ai pas tout à fait compris. Quand vous montrez la fonction de Weierstrass, la construction de la fonction de Weierstrass, on a une fonction qui est sinusoïdale, donc qui est C1, et simplement on fait une somme infinie et ça en fait une fonction qui n'est nulle part dérivable. Pour autant, quand on rajoute les corrugations sur le tore, on en rajoute une infinité à nouveau et on a une surface qui reste C1. Pourquoi ? Alors oui, ça c'est une question, une très bonne question, une question qui est à la fois technique et qui est au cœur de ce qui se passe effectivement dans la construction. Tout va jouer dans l'équilibre entre la petitesse de vos oscillations et la grandeur de vos fréquences. Donc selon comment vos fréquences augmentent et vos amplitudes diminuent, vous allez tomber sur un cas comme le cas C0 dans la fonction de Weierstrass, où vous allez être capable, en faisant diminuer plus fortement les amplitudes, vous allez être capable de garder, d'avoir à la limite un caractère C1. Donc il y a une question technique. J'espère y avoir répondu, mais je vais aussi vous répondre avec... alors là, attention, je vais me taire. Voilà, c'est ici. Alors, on va le ressentir
on va le ressentir avec une série d'images qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe pour les corrugations au fur et à mesure qu'on en rajoute. Et vous allez voir qu'il y a un phénomène subtil. Vous commencez par votre premier niveau de corrugation. Donc là, on a un petit bout du tore plat, du tore de départ, pardon. On n'a pas mis tout le tore en entier parce que c'est difficile, c'est numériquement impossible. Et la couleur, ça vous dit à quel point vous êtes loin de la situation isométrique. Donc quand on est rouge, c'est la catastrophe, et quand on est bleu très foncé, ça va un peu mieux. D'accord, hein, on va... Bon, alors regardez ce qui se passe. On rajoute des niveaux de corrugation. Donc on a des corrugations qui ont des amplitudes qui diminuent, des fréquences qui augmentent. Et puis on continue. En même temps, les zooms vous montrent un petit peu les échelles entre les amplitudes et les fréquences, hein, qui sont phénoménales et qui vous donnent déjà une première intuition du fait que numériquement c'est un enfer. Voilà, on continue à en rajouter. Et on va comme ça rajouter systématiquement des niveaux de corrugation. Vous voyez ici, on a 16 millions de corrugations. Ah mince, pardon. Et bon, voilà. Mais je m'arrête ici. Et peut-être vous avez ressenti quelque chose. Vous avez peut-être ressenti que, en réalité, quand on fait ces zooms successifs, on n'a pas une situation d'autosimilarité parfaite. L'autosimilarité se dégrade avec le temps. L'amplitude relative de mes oscillations est de plus en plus faible. Autrement dit, mes oscillations au début, elles sont vigoureuses. Hein, on a de franches oscillations. Regardez là comme elles étaient franches, ces oscillations. On a des oscillations bien énergiques. Mais au bout d'un certain temps d'oscillation, ben on a quelque chose qui est déjà nettement moins énergique. Donc la situation n'est pas exactement autosimilaire. L'autosimilarité se dégrade, ce qui signifie que tes amplitudes, elles vont décroître plus vite que pour la fonction de Weierstrass, te permettant à la fin d'obtenir un objet C1 et non pas un objet C0. Donc voilà, merci pour cette très bonne question. C'est toi qui as donné ça. D'autres questions? Ah, très bien. Bon, Hervé, on prend une question de ce côté? Est-ce que vous avez des exemples de C1 fractal qui soient dans le plan et pas dans l'espace? Alors oui, on en a un qu'on a vu ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci, c'est une C1 fractale dans le plan. Alors je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Peut-être que on a une courbe qui est C1, qui n'est pas dérivable deux fois. On a une C1 fractale. Donc oui, la notion de C1 fractalité, elle n'est pas... Enfin, on peut avoir des C1 fractales qui sont de dimension 1, de dimension 2 et de dimension plus grande. Et ça va pas enfin, elle résiste à ça. Il y avait une autre question dans ce coin. Je peux. Oui. Bon, déjà merci pour votre exposé très captivant et puis très compréhensible. Moi, je voulais juste revoir le défi qui avait été lancé à Nash dans le jargon mathématique, parce que maintenant qu'on a pu suivre votre exposé, peut-être qu'on le comprendra mieux. Alors oui, effectivement, on peut mieux le comprendre. Et je vais profiter de votre question pour vous présenter d'autres objets. Nash, si tu es si bon, pourquoi tu ne résous pas le problème du plongement isométrique? Donc là, on a compris ce que ça voulait dire, plonger isométriquement. J'ai
mon espace qui était carré, avec ses identifications, et je veux le plonger, c'est-à-dire le voir dans l'espace tridimensionnel. Hein, c'est comme on le prend de sa petite maison, puis paf, on le met dans l'eau, dans le fluide du grand espace tridimensionnel. Isométrique des variétés riemanniennes. Alors qu'est-ce que c'est que les variétés riemanniennes? Eh bien, ce sont justement tous les objets qu'on peut construire abstraitement, comme on a vu par exemple le tore carré plat. Tous ces objets qu'on peut construire abstraitement en disant eh bien, je vais décider que cet objet, il aura telle et telle identification. Au lieu de prendre un carré, vous auriez pu prendre un hexagone, par exemple. Prendre un hexagone plat, et puis faire des recollements. Et selon comment on fait les recollements, on peut même obtenir un tore. Et puis, avec ce tore, comment est-ce que... Bon, on peut énormément généraliser les objets sur lesquels on a envie de les représenter isométriquement. Et je vais vous en parler d'un qui a été l'objet de nos recherches entre 2012 et 2017. Et je vous raconte ça. Où est-il? Là, je suis en train de faire une bêtise. Je ne sais pas ce que c'est fait, là. Escape, pitié. Non, bon, j'ai mis un transparent n'importe où. C'est une catastrophe. Et je n'arrive même pas à savoir où je suis. Ça y est, j'y suis, Seigneur. Ouais, c'est ça. Ok, je vous raconte ce transparent. Voici un autre objet avec lequel on peut s'amuser. Vous prenez une sphère. Une sphère, eh bien, vous ne pouvez pas la déformer isométriquement. Une façon de voir ça, c'est la balle de ping-pong. Une balle de ping-pong, c'est fait en celluloïd, enfin c'était fait, maintenant c'est plus fait comme ça. Et le celluloïd, c'est une matière comme le papier, c'est rigoureusement comme le papier. Vous pouvez le déformer, mais vous ne pouvez pas l'étirer ni le contracter. Et quand vous prenez une balle de ping-pong, vous voyez que vous n'arrivez pas à la déformer. Et vous pouvez vous dire, ah mais c'est parce que le celluloïd, ça c'est dur, je ne vais pas arriver à... Mais si vous scalpez votre balle de ping-pong, c'est pas si facile que ça, parce que quand vous prenez la scie, là, ça part dans tous les sens. Mais vous pouvez quand même le faire, vous pouvez scalper, enlever une calotte polaire, puis une autre, et là vous allez vous rendre compte que votre balle de ping-pong, elle se déforme. Et le fait qu'elle ne se déforme pas, c'est parce que vous avez pris la balle de ping-pong complète. Donc une sphère, ça ne se déforme pas. Ça veut dire que par exemple, si vous essayez, parce que vous allez me dire, ah, ça ne se déforme pas, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, vous allez voir, moi, monsieur, je prends la balle de ping-pong, et comme j'ai fait de la muscu depuis l'âge de 2 ans, j'écrabouille la balle de ping-pong. Alors oui, vous allez l'écrabouiller, elle va poker. Votre balle va poker, vous allez créer des pointes et des arêtes. Vous allez donc créer un objet de régularité C0. Est-ce qu'il serait capable, est-ce qu'on pourrait écrabouiller la sphère et avoir un objet de régularité C1? Autrement dit, vous voulez l'écraser, mais en restant isométrique, encore une fois, hein, parce que le celluloïd, il reste isométrique. Est-ce qu'il est possible d'avoir une sphère, je ne sais pas moi, de rayon 1 mètre, et puis de l'écrabouiller suffisamment pour qu'elle reste C1 et qu'elle ait un rayon d'à peu près un demi-mètre? La réponse, c'est oui. Et c'est une autre occurrence du problème posé à Nash. Et cette occurrence, eh bien, nous l'avons traitée. L'objet que vous obtenez, ça va avoir à peu près cette forme-là. Ça, c'est une sphère qui provient d'une sphère 2 fois plus grande. D'accord? Vous avez une sphère 2 fois plus grande et vous l'avez déformée isométriquement pour avoir ceci. Donc c'est un truc qui est très très rigolo, parce que si vous êtes parti d'une sphère qui a, disons, 1 mètre de diamètre. Du coup, son périmètre, c'est quoi? C'est pi. C'est ça, hein, c'est pi mètre. Dites-moi que je ne me trompe pas. Dites-moi que je... Donc, si vous êtes une petite fourmi, vous devez faire 3,14 m comme ça. Mais là, pareil, sur cet objet qui est 2 fois plus petit, vous faites le tour, votre périmètre, il est tout aussi long. Et si vous y réfléchissez et que vous dites, ok, mais maintenant, j'imagine que la Terre, elle est en première approximation parfaitement ronde, je vais la représenter sur un globe terrestre sur mon bureau, donc je vais réduire ça
incroyablement, et c'est possible, la théorie vous dit que c'est possible, sans déformer les longueurs. Donc vous pourriez, en tout cas d'un point de vue idéal, dans le monde idéal des mathématiques, vous pouvez réduire une sphère de la taille de la Terre en un globe que vous avez sur votre table et qui est isométrique. Ce qui veut dire que si vous avez une petite amibe et qui vient faire le tour de l'équateur de votre globe sur la table, elle va tourner pendant 40 000 km. C'est rigolo. Donc voilà, le défi que Warren Ambrose pose à Nash, il a ce degré de, comment est-ce que je peux dire, de subtilité. C'est vraiment un défi extrêmement difficile, extrêmement sournois qu'avait posé Warren Ambrose à Nash. Alors les deux hommes, ils ne sont pas restés fâchés, hein. Ils se sont bien réconciliés. Ça finit bien, belle histoire. Par rapport au début, on avait comme exemple la fonction x sinus 1 sur x qui était du coup dérivable partout sauf en 0, oui. Et quand même continue. Est-ce qu'on a des exemples de fonctions du coup qui sont dérivables partout, mais dont la dérivée n'est presque pas continue? Enfin, continue nulle part même? Oui, c'est justement une symphractale, si je comprends bien votre question. En fait, regardez ce que vous pouvez faire. Si vous voulez construire des objets bizarres, imaginez, je veux construire une fonction qui est C0, C1, mais pas C2. Je prends Weierstrass, j'intègre une première fois la fonction de Weierstrass. Là, j'obtiens une fonction, donc Weierstrass, c'est quelque chose dont le graphe est fractal. Je l'intègre une première fois, puis je l'intègre une deuxième fois. La fonction que j'obtiens après avoir intégré deux fois, quand je la dériverai deux fois, sa dérivée seconde, elle aura un comportement fractal. Donc en quelque sorte, vous pouvez penser les objets C1 fractales comme c'est la primitive d'une fractale. Quand je le dériverai, j'obtiendrai une fractale. Est-ce que ça répond raisonnablement à la question? Ah oui, pardon, j'ai mal compris. Elle est dérivable, mais sa dérivée est nulle part continue. J'en sais rien. C'est pas gentil de me poser des colles à 8 heures du soir comme ça. Non, j'en sais rien. J'ai pas l'état intellectuel pour réfléchir à ça maintenant. Mais je vais y réfléchir tout à l'heure, après la conf. Oui. Vincent, il y a une question sur la gauche, oui. Enfin sur ta droite. Du coup, vous nous aviez parlé de C1 fractal, mais est-ce qu'on peut imaginer ce que ça peut être des C2 fractales ou même généraliser à des C3 fractales ou plus encore? En fait, j'avais bien répondu à cette question. C'est ça le truc. Une C2 fractale, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que quand je dérive deux fois, j'ai un objet fractal. Donc je vais prendre ma courbe de Weierstrass, par exemple, je vais l'intégrer deux fois, et je vais avoir un objet C2 fractal. Exactement. Vous nous avez parlé d'isométrie comme applications qui vont de R2 dans R3, ou même là dans l'exemple de la sphère réduite, j'imagine que ça va de R3 dans R3. Mais est-ce qu'il y a une limite à la différence de dimension entre l'espace de départ et l'espace d'arrivée pour qu'on puisse avoir quand même une isométrie au final? C'est une question splendide. C'est une question splendide. En fait, quand on cherche à avoir des objets isométriques, si je pars d'un objet de dimension 2, j'ai beaucoup plus de chances de trouver une isométrie quand mon espace à l'arrivée est de grande dimension. Donc en dimension 3, c'est là où j'ai le moins de chances possible, puis 4, j'ai un peu plus de chances, puis 5, j'en ai encore plus, etc. Au plus tu m'augmentes la dimension, au plus je vais avoir de chances de trouver des applications isométriques.
Et génériquement, là où je vais tout le temps trouver, il y a une dimension barrière qu'on appelle la dimension de Janet. Et la dimension de Janet, c'est la dimension qui est n-1 sur 2. Dans le cas n égale 2, ça fait la dimension 3. Et malgré tout, c'est déjà difficile. Mais on se rend compte que la dimension barrière, elle est en carré. N fois n-1 sur 2, ça fait du n carré sur 2. Donc, si mon objet de départ, disons, est de dimension 10, eh bien, il faut que je vise la dimension 50 pour avoir une chance de trouver génériquement des plongements isométriques. Donc oui, la dimension de l'espace d'arrivée, elle joue énormément sur le fait que ça va être plus ou moins difficile de construire des plongements isométriques. En quelque sorte, la dimension de mon espace d'arrivée, ça fait partie de mes contraintes. Voilà. On prend une dernière question sur ma gauche, sur ta droite aussi. Et ensuite, on rentre. Du coup, c'est un peu en continuité à la question qu'il vient de poser. Donc, on a eu plus la dimension augmentée, plus c'était facile. Mais est-ce qu'il y a des cas où sur une dimension inférieure, c'est aussi possible, ou c'est forcément impossible? Non, il y a toujours des cas, mais ça va être très rare. C'est-à-dire que tu peux avoir de la chance. En gros, c'est les étoiles se sont alignées et tu arrives à plonger isométriquement alors que tu n'as presque pas de dimension disponible, mais tu as eu une chance comme jamais. Génériquement, ça ne marche pas. C'est un peu comme tu prends un nombre au hasard dans la droite réelle et pof, oh bah tiens, c'est un rationnel. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc je vous propose de remercier Vincent une nouvelle fois. Merci beaucoup.